Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, je suis pharmacienne en pédiatrie générale et j'anime le balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler de la nutrition entérale. C'est aussi connu sous le nom de alimentation entérale, puis dans l'appellation un peu plus familière, qui n'est pas un terme exact, mais on dit souvent des gavages. Donc, je ne vais pas gaver mon bébé, je vais plutôt l'alimenter avec son système entéral. Donc, pour le jargon médical, on va utiliser soit nutrition ou alimentation entérale. Aujourd'hui, on va vraiment démystifier c'est quoi, c'est pour qui, comment on utilise ça, comment on gère encore une fois les ruptures de stock. Et j'ai encore mes deux invités nutritionnistes avec qui on a fait l'épisode PCN, qui est l'épisode précédent. Donc, je vous invite à aller l'écouter également. Donc, la nutrition entérale, on va démystifier ça avec vous. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Josiane. Merci Émilie de nous recevoir à Ça fait nouveau. tellement plaisir. Je suis nutritionniste en pédiatrie là, depuis 2020. Bonjour à tous, moi c'est Joëlle Lompré, je suis aussi nutritionniste depuis 2018 et à Sainte-Justine depuis le tout début. Parfait. Merci beaucoup de m'accorder ce temps précieux à travers vos journées chargées. Encore une fois, je tiens juste à rappeler qu'on est affilié à personne. Surtout dans cet épisode-ci, on va nommer plein de noms commerciaux parce que les groupes de noms de 4-5 mots pour les définir, on n'est pas capable de bien les retracer. Donc, en nommant les noms commerciaux, c'est comme ça au final qu'on travaille en pratique et on va mieux les reconnaître. Donc, pour commencer, c'est quoi exactement la nutrition entérale? La nutrition entérale, c'est quand on est nourri à l'aide d'un tube ou d'une sonde. Ça peut avoir plein de raisons différentes, en fait, pourquoi on en a besoin. Ça n'empêche pas en soi la prise de nourriture par la bouche, à moins que la cause initiale de pourquoi on en a eu besoin est aussi une contre-indication. Entéral, ça désigne vraiment l'estomac, le système digestif, les intestins, versus parentéral, qui est par les veines, donc qui bypasse le système digestif. Aujourd'hui, on parle vraiment d'alimentation entérale, donc par le système digestif, et pas de l'option parentérale. Puis parentérale, même, ça pourrait être sous-cutané, intramusculaire, intraveineux. Je comprends qu'ici, là, on utilise encore notre tube digestif parce que tant qu'on peut l'utiliser, on l'utilise. Exact. Parfait. Et c'est quoi justement ces indications-là? C'est pour qui la nutrition entérale? En fait, ça va servir à nourrir les enfants là, qui peuvent pas prendre, comme je le dis, soit aucun aliment ou liquide par la bouche ou qui ont besoin là, de suppléments alimentaires. Donc, le but, c'est de réussir à combler leurs besoins nutritionnels et en eau aussi, là, donc leurs besoins d'hydratation, puis de pouvoir là, assurer leur croissance. En fait. Donc, ça va être une façon d'administrer des aliments ou des liquides là, directement dans l'estomac ou parfois là, directement dans le petit intestin à l'aide d'un tube. Puis, des exemples d'indications de situation. Mais ça peut être un enfant qui a vraiment de la difficulté à téter, mais comme qui n'arrive pas à aller chercher ces quantités là, qu'il doit seulement par la bouche. Comme beaucoup de prématurés, là, il y a plusieurs personnes qui vont en avoir besoin de façon transitoire. Exact. Fait que c'est pas tout le temps quelque chose que, mettons, c'est une contre-indication. Tu sais, par exemple, on peut parler aussi de difficultés à masquer, de dysphagie, que des fois, dépendamment du cas, ça peut être peut-être sur du plus long terme, mais on peut avoir aussi de la nutrition entérale sur du très court terme, de dire on a besoin de ce petit support-là, de cette petite aide-là, pour laisser le temps, surtout dans les petits bébés, lui laisser le temps là, de se développer, de se pratiquer, de devenir meilleur, puis de pouvoir aller chercher toutes ces quantités. On va aussi parler, des fois des situations de malabsorption, quand on a vraiment besoin là, de périodes de repos là, gastro-intestinal, des retards aussi, staturo-pondéral sévère. Fait que on parlait plutôt dans les indications, c'était pour assurer la croissance, répondre aux besoins nutritionnels. C'est certain que quand on a un bébé ou même un enfant ou un adolescent qui a un retard sévère parce qu'il n'arrive pas à combler ses besoins nutritionnels par qu'est-ce qu'il mange, par la bouche, là, c'est une indication aussi. Fait que c'est soit
qu'on est 100% alimenté parce qu'on a un enfant qui a un syndrome, par exemple, qui peut pas s'alimenter, c'est contre-indiqué, il y a des risques que la nourriture est dans ses poumons, on a une dysphagie, peu importe. Ou on a quelqu'un qui mange pas suffisamment pour X, Y, Z raison et qui va faire qu'on a besoin de complémenter là, avec une nutrition entérale pour réussir à venir rejoindre les besoins. OK, c'est très clair. Puis en une phrase, là, qu'est-ce qu'on utilise? Puis on ira plus de façon approfondie un peu plus tard. C'est quoi le produit ou les produits? Bien, généralement, ça va être des formules là, polymériques. Donc, où est-ce que les polymères, là, c'est vraiment des macromolécules. Puis, il y a une vaste gamme là, de produits. On va avoir des produits monomériques là, parfois. On va en reparler plus On tard. va en reparler plus tard. Parfait. Donc, ça permet de fournir à l'enfant tout ce qu'il a besoin. Fait qu'on va retrouver dans ces produits-là ben, tout ce qui est macronutriments, calories, protéines, glucides, lipides, les vitamines, minéraux, puis pour répondre à ses besoins, dans le fond. Ouais. Excellent, parfait. Fait que là, on a parlé là, qu'il peut y avoir il y a une sonde, un tube. Il y a différents positionnements, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voulez un peu nous parler des positionnements les plus communs, là, en fait, les types de sondes les plus communs? Oui, tout à fait. Les plus communs, c'est le TNG pour tube nasogastrique, qu'on va utiliser quand on en a besoin de façon transitoire. C'est ça, ça passe par le nez, en fait, puis ça passe dans notre gorge, dans notre pharynx, par l'œsophage, pour se rendre jusque dans l'estomac. Pour ceux qui en ont besoin de façon plus longtemps, ceux qui ne s'alimenteront pas probablement à long terme ou pour toute leur vie, c'est une gastrostomie. Donc, c'est une petite opération, puis c'est un accès direct à l'estomac, donc qui passe par la peau de l'abdomen, là, du ventre. Donc, on a un petit bouchon là. Ça se rend à l'estomac. Puis, on a aussi ces deux options-là, mais qui se rendent directement dans l'intestin. Donc, un tube, par exemple, nasogéjunal ou une gastrogéjunostomie. Donc, c'est la même voie d'accès pour entrer, mais ça se rend plus loin dans le système digestif. Ouais. Puis c'est dans la section centrale, dans le fond, de l'intestin grêle, où que la majorité des nutriments, en fait, sont absorbés. Exact. C'est un bon endroit. Ouais. Parfait. Si vous voulez une représentation un petit peu plus graphique, parce que là, c'est Ouais. dur à l'oral, là, mais il y a 2 sites Internet qui sont quand même Ah, ouais. intéressants. Il y en a un, c'est Soins complexes à domicile pour enfants. Puis un qui est fait par Nestlé, le My Tube Feeding, que je pense que tu vas mettre. Oui, je vais tout mettre dans la description, mais effectivement, ils ont vraiment imagé tout le système digestif, puis pour chaque type de sonde, on voit vraiment le positionnement, fait que c'est très clair. Je vous invite effectivement à aller voir sur les sites web. Exact. Fait que je comprends que le choix du tube d'alimentation dépend de la durée du besoin. Oui. À court terme, on est plus sur le TNG. Puis à long terme, on pourrait justement avec les spécialistes en gastro et tout, aller vers la gastrostomie lorsque c'est indiqué. Exact. Après ça, en parlant un peu du mode d'administration, il existe, administration en continu, en bolus. Comment ça marche en général? En fait, on s'ajuste vraiment aux besoins du patient. Fait qu'il n'y a pas une seule façon de faire. C'est très individualisé. Il y a plusieurs façons d'administrer. On peut le faire avec une pompe. Puis la pompe va vraiment nous permettre d'avoir un débit qui est contrôlé. Ou on peut le faire à la seringue, donc en poussant nous-mêmes à travers le tube, ou par gravité, qui est quelque chose qu'on utilise beaucoup moins en pédiatrie, mais dans le fond, c'est un sac qui va couler par lui-même branché. Et selon quel matériel on utilise, ben, ça va correspondre à différentes façons d'administrer. Donc, en continu, si je veux le donner sur une longue période de temps, par exemple, durant la nuit où on en a qui reçoivent presque toute la journée, c'est sûr que ça va être avec une pompe. Donc, le débit va être contrôlé, puis on va le donner de façon prolongée, puis c'est des petites quantités constantes. Sinon, on peut le donner par bolus. Le bolus, c'est un terme un peu médical, mais qui veut dire une grande quantité un peu plus rapidement, qui est plus similaire à quand on mange un repas, par exemple. Donc, c'est plus physiologique. Puis on peut aussi dire que c'est une administration intermittente, donc avec des pauses. Et encore une fois, le volume, la durée, ça va être individualisé. On peut aussi faire du mixte. Donc, on peut utiliser une partie continue puis une partie par bolus. Donc, des fois, on va faire une administration continue la nuit puis des bolus le jour pour simuler des petits repas. Donc, c'est vraiment adapté, en fait. OK, parfait. Fait que je comprends bien que ce choix-là du mode d'administration, on le module selon le patient, selon l'indication, le type, puis comme tu dis, les besoins de la famille. Exact. Parce que des fois, on va avoir un plan théorique initial, puis là, on va en parler à la famille, puis finalement, ça ne correspondra pas du tout là, à leur mode de vie. Exactement. Fait qu'on l'adapte. Parfait. C'est quoi les différents types de solutions entérales qui existent?
Mais en fait, nous, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les produits là, de plus qu'un an, dans le fond. Là. Fait que pour les enfants depuis qui ont plus qu'un an. Mais les nourrissons et les adultes, comme on parlait avec les prématurés, peuvent aussi avoir de la nutrition entérale. Pour la partie nourrisson, peut-être de voir avec sur l'épisode Ben oui. qu'on a tourné là, sur les PCN, ça va être c'est ces produits-là, dans le fond, qu'on prend là, pour donner Mhm. par nutrition entérale. OK. Puis pour les adultes, ben, ça va être des produits qu'on n'aimera pas ici aujourd'hui. Ben, ça se peut que s'il y en a qui nous écoutent et ils Mhm. réfèrent à un certain produit, puis on l'abordera pas. Mhm. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. énormément. On aurait Ouais. pu faire 8 podcasts. Oui, à c'est ça. ça. Donc, on va avoir 2 grands formats là, pour les nutritions entérales. Et on va avoir le prêt à utilisation et la poudre. Puis, pour prendre aussi en compte là, l'âge du patient pour le choix de la formule. Donc, on a les formules juniors, donc qui vont être pédiatriques, qui sont généralement de 1 à 13 ans, et les formules pour adultes qui vont être 14 ans et plus. Fait qu'on les appelle formules pour adultes, mais on peut Mhm. les utiliser aussi là, en pédiatrie quand on a des Mhm. grands OK. enfants. Fait que quand il y a l'étiquette junior après le nom, c'est vraiment juste pour l'âge, puis la composition va être un peu modifiée pour répondre aux besoins, mais la base est la même. C'est Exact. ça? Fait que c'est les OK. proportions qui vont changer OK. pour répondre aux besoins des enfants plus spécifiquement. OK. Ça peut arriver, là, parfois pour certains cas, qu'on va voir un enfant et qui va avoir une solution adulte. Bon, la quantité de protéines change, etc. Fait que des fois, ça peut être plus avantageux pour nous nutritionnellement parlant, mais de façon générale, c'est pas mal ça, OK. Mhm. la règle. Donc, l'étiquette junior va vraiment indiquer là, l'aspect pédiatrique, mais c'est pas toujours présent. Fait qu'on va avoir certaines formules, comme par exemple là, le Pédiasure, ben, ça s'appelle pas du Pédiasure junior, mais c'est fait pour les enfants. Mhm. Mais on peut prendre par exemple le Peptamine, qu'on a la version junior et on a la version régulière. Fait que c'est juste à faire attention. Dans ces cas-là, là, on peut avoir vraiment les deux équivalents. Puis, on va avoir ensuite 2 systèmes. Fait que là, on a parlé, OK, on a le format, on a l'âge qu'on en prend en considération. Puis ensuite, on a les systèmes. On a le système fermé, système ouvert. Donc, le système fermé, c'est un système que nous, on n'utilise pas là, à Sainte-Justine en pédiatrie. C'est très peu utilisé, en fait, là, Mhm. chez les enfants. Donc, on n'en parlera pas vraiment. Mais il y a des formats là, de 250 ml, 1000 ml. Par exemple, on va prendre le Peptamine, peut se faire en système fermé, peut se faire aussi en système ouvert, ce que nous, OK. on va utiliser. Ça se peut que vous voyez des différences, là, surtout dans les listes de ce qui est Mhm. couvert, etc. Euh, donc, vous voyez la différence. Puis, encore une fois, ben, les systèmes fermés vont beaucoup plus être utilisés chez l'adulte. Fait que si on a quelqu'un d'un centre OK. adulte qui nous écoute, va probablement, lui, plus utiliser Fait que le là, juste système. pour que je comprenne bien, dans le fond, un système fermé, il y aura. En fait, je comprends pas trop c'est quoi la différence En entre un fait, c'est système qu'il fermé et est ouvert. en théorie stérile. Ah, OK. Donc, lorsqu'on va faire le branchement, c'est directement à travers le contenant qui est fait pour ça. OK. Donc, on n'a pas besoin de l'ouvrir et de le manipuler, contrairement au système ouvert. Hmm. On ne l'utilise pas en pédiatrie parce que les formats sont trop gros, tout Ah, simplement. OK. Donc, ils ont pas, on ne peut pas atteindre tout ce qui contient dans le 1 litre de formule. OK. C'est juste ça. Fait qu'à Sainte-Justine, on utilise plus les systèmes ouverts avec les produits qu'on a. Exact. Parce que si on reprend, par exemple, l'exemple, c'est ça du peptide, puis je pense que ça peut porter à confusion, fait que je vais faire la différence, mais le format 250 ml, c'est plus qu'est-ce qu'on utilise en système ouvert, Oui. les tétrapacks qu'on va utiliser en système ouvert, tandis que le système fermé pour le peptamine va être en 1000 OK, millilitres. je comprends. Fait que c'est là où est-ce que ça s'applique moins pour les Fait enfants. qu'il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, c'est vraiment côté Mais pratique. théoriquement, la partie stérile est quand même intéressante Ah, dans le système ouais. fermé, Oui. mais les formats ne nous permettent pas Mhm. de... Mais au final, ça va dans le tube digestif. Exact. Fait que ça va pas dans les veines. Exactement. C'est Non, c'est ça. Non, s'il vous Parfait. plaît, non. C'est ça, non, faut pas. Mais dans le sens que tu sais, l'importance de la stérilité est quand même Un petit peu moins moins important. important. Tout à fait. Parfait. J'imagine qu'il y a plein de saveurs disponibles dans tout cet Ouais. éventail de produits-là, encore une fois. Exact. Fait qu'on va retrouver souvent pour certaines marques, il y en a qui n'ont pas de saveur de disponible, mais il y en a qui vont en avoir, puis il y en a qui peuvent avoir une grande variété, là. C'est quasiment comme quand tu vas à l'épicerie, tu vois les jus, jus de pomme, jus de raisin, tu sais. Fait qu'il y en a qui vont avoir une grande variété aussi. Souvent, tu sais, quand, mettons, ça peut être des produits de substitution intéressants quand on a une rupture de stock sur une saveur en particulier, surtout quand c'est donné seulement via le tube, parce qu'on que le goûte pas. on On goûte goûte pas. pas, Non, ouais. tu sais, si il y a tu sais, des fois un petit
quelque chose qui remonte un peu, ça peut, là. Ah, du chocolat. Oui, c'est ça, mais c'est, tu sais, généralement, ça, on le goûte pas. Par contre, c'est à prendre en considération si on a un enfant qui prend ça oralement. Mhm. Ça peut arriver. Donc, à ce moment-là, c'est juste de prendre en considération. Puis, on va avoir ensuite des densités caloriques qui vont être différentes pour les produits de nutrition entérale. Donc, ça va être, tu sais, souvent, bon, on n'en a pas vraiment parlé dans l'épisode des PCN, mais on va plus parler en termes de calories onces pour tout ce qui est volet nourrisson PCN. Mhm. Pour le volet nutrition entérale, on va parler en calories par millilitre. OK. Donc, on va avoir une calorie par millilitre, 1,2, 1,5, 2. Généralement, c'est ça nos options. On n'a pas tout le temps les 4 options pour tous les produits. Exact. Il y a des produits qui vont être faits en 1, 1,2. Il y en a qui vont être faits en 1, 1,5. Ça Je dépend trouve ça vraiment. bien que tu le mentionnes Ouais. parce que je me suis toujours demandé ça voulait dire quoi, le petit chiffre après. Exact. C'est le nombre de calories par millilitre. Ok, parfait. Donc, c'est souvent, c'est ça, indiqué, là, mettons, on va avoir le isosource 1,5. C'est ça. C'est 1,5 Parfait. calories par millilitre. C'est bon. Exact. Puis ensuite, on a, bon, est-ce qu'il y a des fibres ou non? Fait qu'on peut avoir des fois des produits, des fois ça va être deux marques différentes. On va avoir deux équivalents, un produit avec fibre, un produit sans fibre. Des fois, dans la même marque, on peut avoir un produit avec fibre, un produit sans fibre. Donc ça, c'est une autre chose à prendre en considération également. Exact. Puis là, une autre grande façon de catégoriser toutes ces formules-là, c'est est-ce qu'elles sont, les protéines, elles sont standards, donc polymériques, ou est-ce qu'elles sont semi-élémentaires ou élémentaires? Donc, la protéine, je la compare à un long collier de perles, puis chaque perle est un acide aminé. Une protéine standard, c'est la protéine intacte, donc le collier de perles au long. Semi-élémentaire, c'est qu'on va l'avoir précoupé en petits segments. Et élémentaire, c'est des acides aminés, tout simplement. Fait que c'est comme dans l'épisode de PCN, au Exactement lieu de pareil. dire hydrolysé, 100% hydrolysé, acide aminé, là, on est en termes d'élémentaire. Exact. On a Ok. voulu faire ça mélangeant et changer les Parfait. termes, Mais on a encore c'est- notre collier de perles. Oui, c'est ça. Au moins. Exact, mais c'est le C'est même bon. principe que dans Ok, l'épisode parfait. précédent. Merci. Les formules standards, c'est des bases de protéines de lait. Et les noms les plus souvent, je vais vous les nommer, là, donc Nutren, Pédiasure, ça, ce sont nos formules juniors, et Isosource, Gevity, ce sont les formules pour adultes. Les semi-élémentaires, la protéine a été un peu coupée, c'est les peptamènes ou Pédiasure peptides. Les élémentaires, ce sont des Puramino, Neocate et Essential Care. Sinon, on a des formules qui sont faites avec des vrais ingrédients alimentaires. C'est de plus en plus populaire, puis ça, c'est la gamme Complete. Et dans le même ordre d'idée, il y a certaines personnes qui vont nourrir leur enfant par alimentation entérale qui souhaitent le faire avec des aliments qu'ils vont avoir préparés eux-mêmes. Donc, des repas en purée qu'on va liquéfier, qui peuvent être donnés par sonde. C'est possible sous certaines conditions. C'est juste important d'en parler à son professionnel de la santé. Mais j'en parlerai pas plus en détail là. Et on a des formules spécialisées, donc vraiment adaptées à des besoins particuliers, par exemple maladie métabolique, maladie rénale, etc., qui sont vraiment, encore une fois, tout un autre monde, là. Parfait. Donc, je pense que ça met vraiment les bases là, pour un peu avoir tout l'éventail de Mhm. produits. Merci de les avoir catégorisés, puis de les avoir catégorisés de deux façons, ça m'aide vraiment à bien comprendre. Une fois qu'on initie une nutrition entérale chez un enfant, c'est quoi les effets secondaires là, à surveiller lors de l'initiation, par exemple? Bien, on va avoir tous les effets secondaires qu'on va appeler métaboliques. Donc, aspirations, s'il y a vraiment eu s'il y a des vomissements vraiment importants ou si le tube a été déplacé, on peut avoir des changements d'électrolytes, mais on fait pas des prises de sang d'emblée. Tu sais, c'est dans des cas plus extrêmes, là, où si on a un enfant, par exemple, qui a pas mangé depuis X nombre de temps, ben là, ça va être à surveiller. Mais souvent, quand on a un risque de ça, ça va être dans un contexte hospitalier que ça va être fait. Puis de déshydratation aussi, on veut s'assurer là, justement que le volume qu'on va recevoir va réussir à combler ses besoins d'hydratation si l'enfant ou l'adulte ne boit pas autre liquide. Ensuite, on peut avoir des effets secondaires qu'on va dire mécaniques, donc des tubes bloqués, encore une fois des tubes déplacés, des écoulements. Si on parle de gastrostomie, tout ça, il peut y avoir des écoulements, irritation aussi. Donc, ça Ok. peut être ça. Puis, en termes digestifs, ben, on peut parler de diarrhée, constipation, nausées, vomissements aussi, reflux gastro-œsophagien, RGO, Mhm. puis des inconforts, douleurs abdominales. Mais je dirais que, c'est de façon générale, la nutrition entérale n'est pas égale à parler, tu vas avoir des nausées. C'est pas Non, non. normal d'avoir Mhm. ça, là. Souvent en pharmacie, vous allez dire, il peut y avoir des effets secondaires que vous allez classifier normaux, mais
généralement, nous, quand on débute, tu sais, des fois, peut-être dans l'ajustement, tu sais, début d'une nutrition entérale, mais de façon générale, on va y aller progressivement, justement pour réussir à éviter tous C'est ça, ces tu effets commences pas à secondaires-là. 100% des besoins, Non. exact. Puis on va réussir à venir éviter ces effets secondaires-là pour s'assurer que le plat convient au patient, qu'il tolère bien, qu'il répond à ses besoins. Fait que, tu sais, on met tout ça en place, puis c'est ça. C'est fait qu'on va plus parler si, mettons, c'est mal, sa nutrition entérale. Fait que, tu sais, vous calculez un plan initial et tout est réglé en fonction des besoins. Après ça, il y a toujours un ajustement en pratique et tout selon la prise de poids, donc la croissance ou selon les effets secondaires. Exact. Ce serait quoi un peu les drapeaux rouges, les signaux d'alarme là, tu sais, pour aller consulter rapidement? Oui. Ben, si on a un changement drastique qu'on n'explique pas dans la tolérance, donc notre enfant, par exemple, vomissait toujours un petit peu ou le matin, en se réveillant à cause des sécrétions, il vomit un peu. Puis là, il se met à vomir presque à tous les bolus qu'on donne. Là, ça, c'est quand même un drapeau rouge. Si on est en contexte où on arrive à l'expliquer, par exemple, l'enfant a une gastro, c'est pas un drapeau rouge. On est capable de mettre ça en contexte et tout. Si on n'arrive pas à rien lui faire prendre, par contre, là, il y a un risque de déshydratation. Mais si on arrive à expliquer le changement de tolérance, ça va. Si on se met à vomir fréquemment aussi, ça, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Ou si on a l'impression que le tube est déplacé. On parle de TNG, là, surtout. Donc, le TNG, on demande aux gens de faire le test pour être sûr qu'il est dans l'estomac, en prenant un petit peu de résidus gastriques avant d'alimenter. Et si jamais ce test-là ne fonctionne pas, ben, le tube est peut-être trop haut ou dans des très, très rares cas que j'ai jamais vus, mais il pourrait être carrément dans les poumons. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas alimenter dans les poumons. De toute façon, j'imagine qu'on va s'en rendre compte assez vite. Exactement. Mais ça reste une façon de faire vraiment attention. Donc, à ce moment-là, ben, si les parents ne sont pas à l'aise d'enlever le tube et de le remettre eux-mêmes, c'est d'aller consulter pour que ce soit fait. Fait qu'il faut toujours valider qu'on est à la bonne place dans l'estomac dans le cas d'un TNG. Dans le cas d'un TNG. Mais il y a des enseignements qui sont là pour encadrer tout ça. Exactement. On laisse pas les gens lousses dans la nature. Exact. Puis ils ont des professionnels aussi, des fois des infirmières qui vont aller à la maison aussi pour valider tout ça. Fait que... Parfait. Je vous amène sur un autre point, là, côté remboursement sur les formules de nutrition entérale. Comment ça fonctionne en quelques phrases? Ben, en fait, contrairement, tu sais, on parlait dans l'épisode des PCN des codes VA, et remboursement, RAMQ, etc. Pour les nutritions entérales, c'est un petit peu différent dans le sens que c'est tous des médicaments d'exception. Donc, il faut que pour tous les produits de nutrition entérale qui sont couverts, qui sont remboursés par soit la RAMQ ou justement les assurances privées, ben, il va falloir remplir un formulaire là, de médicaments d'exception qui doit être complété par le professionnel de la santé pour venir justifier l'utilisation de ce produit-là là, pour que ensuite ça puisse être pris en charge par la RAMQ ou par les assurances privées. Pour la RAMQ, c'est vraiment les codes de médicaments d'exception. Donc, le formulaire n'est pas nécessaire, c'est le code. Mais les assurances privées, on a besoin d'un formulaire justificatif. Parfait, merci. Pour les pharmaciens communautaires, justement, un peu, j'ai posé la question un peu dans les PCN également. Comment on gère une rupture d'approvisionnement? Par exemple, mon enfant, il est sur Complete, puis là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. De façon prolongée. Là, je pleure. Oui, c'est ça, j'allais dire. Là, il est sur le Complete 1.5 avec fil, sans ça. fibre. On a besoin de tous les détails. Fait que c'est quoi un peu les grandes étapes de votre démarche? Oui, ben il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. La première chose, c'est s'il y a d'autres saveurs. Surtout quand on parle d'une alimentation entérale, il goûte pas. Donc, s'il prend la formule sans saveur, on peut essayer la formule vanille, tout simplement. Donc, quand c'est disponible, on fait ça. Si le patient a 14 ans et qui est encore sous une formule junior, on peut passer à la formule adulte équivalente. Donc ça peut être une option facile. Puis sinon, c'est dur à dire parce que c'est vraiment du cas par cas. Donc ce qu'on vous dit, c'est les équivalences. Josiane et moi et toutes les nutritionnistes qui font de la nutrition entérale, on les connaît quand même très bien là, sur le bout de nos doigts. Donc si vous avez une nutritionniste dans le dossier, référez-vous à elle. Sinon, un petit truc qui peut fonctionner, c'est dans la liste RAMQ de médicaments, ils regroupent les formules par type. Donc, on peut aller voir dans le même groupe les différents types de formules, puis peut-être s'inspirer un peu. Il faut faire attention parce qu'elles ne sont pas toutes 100% équivalentes non plus, là, donc c'est ça. Fait que ça peut donner une idée, une piste de réflexion, mais si on n'est pas sûr, on revalide quand même. OK. Fait que rupture d'approvisionnement, on regarde s'il y a des saveurs en alternative.
S'il est assez vieux, donc 14 ans et plus, on peut changer pour la formule adulte. Puis pour les équivalences, on peut se référer au lien qu'on va mettre dans la référence de Oui. la liste RAMQ. Et évidemment, ben, probablement qu'il y a un ou une nutritionniste dans le dossier si on est rendu là également. Oui, Donc, on se réfère à vous. exact. Absolument. C'est bon. Il y a aussi l'option des formats. Donc, Ah on en a oui. parlé un petit peu plus tôt, Mhm. mais si on a du Peptamen, pour prendre cet exemple-là, avec 250 ml, puis là, on veut une formule, on voit qu'on l'a disponible, mais en format de 1 litre. C'est sûr que c'est moins pratique, mais ça peut quand même être une option, là, donc de prendre le format 1 litre, de l'ouvrir. Donc, l'emballage n'est pas fait pour ça, mais on peut quand même le faire, puis de l'utiliser comme on le fait normalement. Puis il y a plusieurs formules quand même pour lesquelles c'est une option. Est-ce qu'on peut changer les marques pour un même produit? Mais comme avec les PCN, tu sais, il y a certaines équivalences. On va tu sais, en nommer quelques-unes, là. Mais en gros, tu sais, mettons, le JVT, ça va être équivalent au isosource fibre. Osmolyte, ça va être équivalent au isosource. Fait que c'est là où est-ce que c'est deux noms différents, mais nous, c'est isosource fibre. Le Nutren va être équivalent au Pédiasure. Par contre, il ne se fait pas dans toutes les saveurs, là. Le Mhm. Nutren, tu sais, mettons, si on a un Pédiasure au chocolat ou à la fraise, on n'aura pas de Nutren à la fraise, là. Le Puramino va être équivalent, le Puramino Junior, comme pour les PCN, va être équivalent au NeoCate Junior, qui va être équivalent aussi au Essential Care Junior. Mais c'est ça, il faut faire attention parce que, tu sais, ça, si vous allez voir dans le document là, que Joël parlait avec la liste des médicaments d'exception, ils vont être dans les mêmes catégories. Par contre, on va retrouver aussi le Nepro qui va être dans la même catégorie que le Complete 1.06, puis c'est pas du tout équivalent. Le Nepro, ça va être une solution là, plus rénale. Le Complete, comme on dit, c'est fait à base de vrais aliments. Fait que c'est aussi de faire attention à la dilution des produits 1 versus 1.5. Tu sais, on disait ça se fait pas tout le temps dans toutes les tranches de calories par ml. Fait que ça aussi. Fait que le meilleur allié, c'est sûr de parler avec la nutritionniste qui est dans le dossier, ça va toujours être ça. Parce qu'elle, elle peut des fois ajuster son plan. Fait que si on a un produit qui est en rupture de stock, qui est du 1, mais là, on aurait comme peut-être un 1.2 qui pourrait fonctionner. Elle peut ajuster les volumes, puis tout ça pour quand même arriver à combler les besoins de l'enfant avec une autre formule. Puis après ça, c'est qu'il faut quelqu'un qui s'assure du suivi de la tolérance Mais si on oui. change de produit complètement. Mais en gros, c'est pas mal ça, les grandes catégories d'équivalent. Fait que oui, tu sais, on peut se fier à ça. Si, mettons, le osmolite est en rupture de stock, on peut basculer vers le isosource, mais avec une grosse astérisque, mettons, là, de prendre le temps vraiment tu sais, de regarder puis de s'assurer que on s'en va pas vers quelque chose qui va modifier au niveau de tolérance ou, tu sais, un enfant qui a ça depuis des années, qui est sur le même produit. Fait que de regarder à ce niveau-là. Puis en cas de doute, tu sais, si le patient est vraiment connu pour une tolérance fragile, ben on a dit parler, oui, avec la nutritionniste, mais aussi d'en parler avec la famille. C'est super Ouais, important. toujours, ouais. Les familles Mm. connaissent tellement bien leur enfant, puis leur tolérance, puis ce qui a été essayé dans le passé, ce qui n'est pas toléré, qu'est-ce qui pourrait, tu sais. Fait que d'en parler avec la famille aussi, c'est des grands alliés, là. Puis eux aussi peuvent faire le suivi de cette tolérance-là à la maison. Donc, c'est eux que ça va impacter en premier, là. Fait que je pense que ça aussi, Tout vraiment. à fait, Ouais. merci de le souligner. Puis, tu sais, je fais du pouce un peu dans cette direction-là. Faut pas oublier que c'est quand même presque 100% ou parfois 100% de l'alimentation de l'enfant. C'est à ne vraiment pas négliger. Donc, tu sais, souvent, les parents vont être invités à commander vraiment d'avance. Puis, si jamais il y a, je sais pas, là, le parent, il a échappé sa caisse au complet tu sais, dans le stationnement, puis là, de un, ça fait vraiment mal. Mais, tu sais, s'il faut en réapprovisionner, c'est vraiment c'est une priorité, là. On peut pas avoir des Absolument. délais. Tu sais, il faut vraiment trouver des alternatives pour ça. Puis des fois, comme pharmacien, tu sais, peut-être d'appeler dans d'autres pharmacies. Ben oui. Tu sais, on en a vu là, des Ouais, c'est ce qu'on pharmacies fait. qui se font des livraisons aussi pour quand ils sont vraiment mal pris. Mhm. C'est sûr que pour les parents qui nous écoutent, d'y aller plutôt que trop tard, vraiment. Tout à fait. Tu sais, des fois, il y a des congés fériés, on a tu sais, on y pense pas nécessairement, mais ça implique des délais de livraison. Puis si on se Ouais. calcule à 2 jours près, ben ça se peut que ça tombe Ouais. un lundi férié, puis là, on n'arrivera pas à en avoir. Mais, Tout à fait. C'est une logistique à prendre en compte. là, exact, parce que effectivement. parfois, tu sais, même de commander l'équivalent, on se retrouve avec les mêmes délais de livraison. Mhm. Fait que je pense que oui, absolument, si on est capable de prévoir comme parent, d'aller plutôt que trop tard, clairement. Parfait, merci. Ouais. Puis là, je vous amène un peu sur une autre tangente. Il existe les suppléments oraux complets qu'on peut retrouver sur les tablettes de la pharmacie. Je pense notamment à Pédiasure ou Vital Peptide, je crois que je vois sur les étagères. C'est quoi leur place exactement? Mais en fait,
comme le, tu sais, il y en a pas énormément, surtout en pédiatrie, là, qui vont être disponibles. On va retrouver, tu sais, aussi les Assure, les Boost, etc. C'est disponible pour d'autres indications que la nutrition entérale. Fait que parfois, souvent, pour combler là, les besoins énergétiques, si l'alimentation entéra, c'est insuffisante, mais mettons pas assez insuffisante pour dire qu'on a besoin de débuter une nutrition entérale puis d'y aller avec un TNG. Fait que ça va être là pour un peu emmener ce complément-là, ou tu sais, des fois, juste venir enrichir un petit peu l'alimentation de l'enfant. C'est des produits qui peuvent être aussi utilisés dans des recettes, dans des smoothies, des choses comme ça. Fait que ça peut être des astuces. C'est pour ça que on va en retrouver en vente libre. Si c'est pour une nutrition entérale, parce que le Pédiassure peut être utilisé comme nutrition entérale, comme OK. produit de nutrition entérale, mais la version prescrite, c'est pas les mêmes versions qu'on trouve en vente libre. OK. Fait que les petites bouteilles, vraiment Ouais, belles qu'il y a qu'on une qu'on petite a. girafe, Oui, là. c'est ça. Oui, c'est ça. Cute. Ceux-là sont pas. Il n'y a pas moyen de faire couvrir ces produits-là, mais il y a des versions pour la couverture qui sont comme en canne, tout ça. Fait que de prioriser ces formats-là. Si on a un parent qui a une nutrition entérale avec du pédiatre, on va prioriser ça pour que ce soit remboursé. Donc, c'est pas mal ça, là. Ouais. C'est vraiment clair. Ça a répondu à beaucoup de mes questions. Merci. Puis nous, on a aussi une question pour toi. Là. Oui, En fait, vas-y. quand tu analyses un dossier chez un patient, par exemple, qu'on débute là, une nutrition entérale avec plusieurs médicaments, tu sais, qu'est-ce que toi, comme pharmacienne, tu vas regarder? Bon, là, je vais changer mon chapeau. Oui! Animatrice. Merci de me lancer la balle. Oui. En fait, c'est effectivement, de un, on peut administrer les médicaments dans le cas d'un patient qu'on commence une nutrition entérale. Il y a quand même beaucoup de détails à prêter attention. Puis, tu sais, si on aime les grandes catégories de problèmes, là, il peut y avoir des incompatibilités physico-chimiques. Il peut y avoir des tubes obstrués à cause de la forme de notre médicament. On peut diminuer l'efficacité de nos médicaments, fait que c'est tout à prendre en compte. Puis le problème, en fait, c'est que on n'a pas vraiment de données. En fait, en général, en pédiatrie, on n'a pas beaucoup de données, mais vraiment juste au côté tu sais, compatibilité physico-chimique, les compagnies n'ont pas nécessairement testé, approuvé les formes là, pour cette utilisation-là exacte. Donc, il faut vraiment utiliser là, beaucoup de pistes de réflexion. Fait que d'abord, il y a une référence que j'aimerais nommer, ça s'appelle le Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes. Ça a été fait par deux pharmaciennes, donc Rebecca White et Vicky Beckham. Je trouve cette référence-là tellement bonne. Juste au début, là, ça nous explique tout justement les bases de la nutrition entérale, les tubes et tout. Puis après ça, on a pour beaucoup, beaucoup de médicaments, on a vraiment des fiches détaillées. Fait que, même si la dernière édition remonte à 2015, on l'utilise encore énormément. Je me demande s'ils vont sortir une nouvelle version bientôt. Fait que d'abord, je regarde le profil. Je vais à la source. Est-ce qu'on peut trier les prescriptions, enlever ce qui est moins pertinent, des dédoublements ou quoi que ce soit? Je vais essayer quand même de réduire aussi la fréquence d'administration, là, parce que tu sais, j'essaie tout le temps de passer aux parents chez lui. C'est exigeant quand ils ont Ouais. beaucoup de médicaments. Des Ouais. fois, il faut qu'ils fassent une pause de nutrition Ah oui. entérale ou s'il y a des jeûnes obligatoires. Nous, ça nous cause des enjeux dans Vraiment. Fait que, tu sais, l'administration. ça, on travaille main dans la main là, Oui. pour Oui. ces aspects-là. Ouais. Après ça, bon, je me demande qu'il y a des voies alternatives. Bon, c'est pas toujours possible, là, mais tu sais, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut donner par voie sublinguale, par exemple, transdermique, etc. Puis sinon, il faut quand même que je me redemande le tube est où. Tu sais, la majorité du temps, on parlait que c'était dans l'estomac, mais des fois, tu sais, c'est ailleurs. Fait qu'il faut en prendre en compte aussi selon la molécule. Si l'administration via nutrition entérale est vraiment indispensable, on peut mettre une rallonge là, d'une certaine longueur, 12 pouces par exemple, pour pouvoir administrer les médicaments. Fait que si on a un TNG, ben, on peut directement le donner dedans. On visse notre seringue et ça va. Si on a une gastrostomie, là, il y a plusieurs tubulures. Là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des types de systèmes de seringues, des compatibilités, d'adaptateurs, un peu comme les cellulaires, là, fil d'iPhone ou Android, etc. Fait que, tu sais, les NFIT, c'est ceux-là qu'on visse, c'est les seringues mauves. Les anciennes seringues, si je mets des guillemets, ben, c'est la technologie Lure Lock. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'embout, là, puis on pousse. Donc, il faut des adaptateurs. Faut toujours penser à ça. Puis, en fait, tu sais, dans notre responsabilité de pharmacien, oui, choisir de bons médicaments, s'assurer que le patient le prend, mais dans la catégorie, s'assurer que le patient le prend, faut vraiment donner tous les outils, le matériel. Donc, ça fait vraiment partie de notre responsabilité de pharmacien de s'assurer que les familles sont capables de s'approvisionner avec le bon système, le bon matériel. Ça fait partie du traitement, dans le fond.
Oui. Parce que des fois aussi, il y a des choses qu'on va devoir diluer ou en tout cas qu'on, tu sais, qu'ils Exactement. doivent mélanger. Fait que je pense, dans la méthode aussi de préparation à l'administration, c'est super important. Oui, ça fait partie de la longue Ouais. chaîne. Ouais, Ah, exactement. ouais. Ensuite de cela, bon, on peut interrompre la nutrition entérale, on l'a mentionné un petit peu. On rince la voie là, avec 15 à 30 cc pour donner les médicaments bolus, par exemple, puis après ça, on rince après. C'est vraiment pas recommandé de mettre les médicaments directement dans la nutrition entérale. Mm. Il y a un risque d'incompatibilité trop grand, changement de viscosité, de texture, etc. Puis en fait, s'il y a un problème, puis on donne pas tout le volume, ben notre enfant, il n'a pas reçu son médicament au complet. Exact. Oui, Fait des fois, que ça peut coller à la ça peut paroi. coller, il y a plein Ouais. de problèmes. Mm. On ne fait pas ça. Concernant les formes pharmaceutiques, la majorité du temps, on va favoriser la forme liquide. Puis, tu sais, au final, il faut individualiser, là. Tu sais, on a notre principe actif qui est dans un véhicule, donc un excipient, par exemple dans une préparation magistrale, une recette. Mais des fois, il y en a qui peuvent être moins bien tolérés que d'autres, notamment dû à l'osmolalité qui est élevée. Fait que, si je prends un exemple concret, le sorbitol, ça a une osmolalité élevée, ça peut créer des diarrhées osmotiques, inconfort abdominal, crampes. Pas la majorité des recettes là, qui sont faites avec du sorbitol, mais c'est quand même à prendre en compte, surtout si c'est un médicament qu'on donne à un gros volume 2-3 fois Ouais. par jour, à prendre en compte. S'il n'y a pas de forme liquide disponible, bon, on a les comprimés. On peut les écraser finement avec des technologies là, en plastique là, qui écrasent finement, un mortier pilon, quoi que ce soit. Comprimés à libération immédiate, en fait, on peut tout à fait les écraser. Faut juste pas écraser ceux avec des formulations entériques. Donc, ça va protéger le principe actif de l'acidité de l'estomac, parce que sinon, en fait, notre médicament serait juste plus efficace. Il serait tout de suite dégradé quand il arrive dans l'estomac. Après ça, les formulations à libération prolongée. Fait que c'est sûr qu'on voit les noms, le XL, CR, SA. Des fois, on voit LA 12 heures, LA 18 heures. Bon, fait qu'il y a, encore une fois, il y a plein de catégories là. En fait, il ne faut pas les écraser, ceux-là, parce qu'ils ont vraiment un enrobage spécial, puis ça permet un relâchement graduel du principe actif. Fait que là, si on l'écrase, bien évidemment, on vient annuler cet effet-là. Ça crée un pic de concentration. Donc, risque d'effet secondaire de toxicité. Puis après ça, on a un creux sous-thérapeutique. Fait que c'est pas efficace, puis c'est pas bien toléré. Puis, donc, On n'est pas voilà. gagnant. On n'est pas gagnant. Ensuite de ça, si je continue les capsules, mais on peut les ouvrir. Des fois, c'est serré, mais on peut les ouvrir. Si on a une gélule avec du liquide dedans, on peut piquer, aspirer le liquide. Puis on peut évidemment mélanger dans 20-30 ml d'eau, puis on peut l'administrer. Toujours faire attention aux interactions. Fait que, tu sais, si on parle des médicaments avec le tube, bon, ben, il y a un risque d'absorption sur le tube, vu qu'ils sont souvent faits de PVC, là, de polychlorure de vinyle. Ouais. Je pense dans les références, souvent, ils ressortent la carbamazépine liquide qui vient comme vraiment s'absorber sur le tube. Bon, c'est basé sur une vieille étude de 1990, mais tu sais, ils voyaient vraiment une diminution des concentrations importantes. Fait qu'on ne veut pas quand même diminuer l'efficacité de cet Non. anticonvulsivant. Sinon, médicaments, interaction médicament-médicament, bon, ben, j'en ai parlé souvent, là, mais on n'a pas vraiment de données entre. Les références disent souvent de rincer de 5 à 15 cc entre, mais en pratique, tu sais, ça fait beaucoup d'eau, là, surtout si on a, je sais pas, là, 10 médicaments. C'est pas, les gens vont pas tout le temps les séparer, flusher entre, parce qu'au final, tu sais, on les donne toutes l'un après l'autre, puis après ça, dans l'estomac, ils vont tous se mélanger. Fait que je sais que c'est pas tout le temps fait. Fait qu'il y a en théorie, Ce en qui est vraiment pratique, important, c'est de rincer après. c'est Ça, rincer après. Tout à fait. c'est Ouais, essentiel. exactement. Puis sinon, ben en fait, j'allais là justement en dernier, là, le rincer après pour pas avoir l'interaction entre notre nutrition entérale et nos médicaments. On rince la voie. Puis il y a tout le temps à garder en tête, est-ce qu'il y a une restriction liquidienne? Les instructions peuvent changer là, pour ces patients. Voilà, donc ça fait mon tour côté pharmacie. Je trouve ça quand même important de Ouais, très l'apporter parce complet. que Ouais. c'est quand même notre réalité, là. Plein de petites subtilités que Vraiment. que j'avais jamais entendues. Bon, voilà. Fait que tout le Ben monde oui. aura appris Oui. aujourd'hui.
Est-ce que vous avez quelques références là, que vous voulez ramener à nos auditeurs Mais on pour les a qu'ils nommés au consultent? cours de l'épisode, mais il y avait 2 sites internet qui Mhm. parlaient vraiment plus de l'alimentation entérale. Puis sinon, moi, ce que j'utilise dans mon quotidien, c'est vraiment la liste de médicaments de la RAMQ et les guides des produits qui se trouvent sur le site de chaque compagnie qui fait les Parfait. produits. Mais ça, c'est plus nutrition, là, je voudrais les guides de produits. Excellent. Puis moi, il y a le handbook là, que je vais mettre dans la description. Parfait. Fait que je pense que, tu sais, ce qui est à retenir de façon générale, c'est vraiment le fait qu'il y a plein de produits de Oui, nutrition entérale qui existent. Puis il y a plein de formes. Tu sais, c'est un monde de possibilités. Là, on a surtout abordé aujourd'hui ces produits que nous, on utilise en pédiatrie. Puis certaines gammes adultes qu'on peut aussi utiliser en pédiatrie. Puis après ça, il y a tout le monde aussi des produits pour adultes. Fait que dans tout ce qui est substitution, tu sais, s'il y a des enjeux de tolérance, puis tout ça, ben on a donné quelques trucs, mais c'est plein de petites subtilités à prendre en considération pour s'assurer là, au final d'avoir le meilleur pour le patient. Mais Le parfait. garde en tête, tu sais que c'est Mm. comme souvent sa seule source Mm. d'alimentation, généralement, des fois complétée, mais que ton nutrition entérale, souvent, Mhm. c'est qu'on en a vraiment besoin. Fait Mhm. que, Ouais. Ah ben, les filles, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci à toi. oui. Ça donne vraiment une base 101 sur un sujet quand même méconnu. Il n'y a pas beaucoup de ressources ou de formations, quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça va être utile à nos auditeurs. Merci. Merci. Donc, j'espère que vous avez apprécié, mes chers auditeurs. On se retrouve sur les plateformes là, pour annoncer les prochains épisodes, voir les messages clés. Donc, je vous invite à aller voir Instagram, Facebook et les plateformes Apple et Spotify. Tournou!